Bienvenue à cette édition du 21 novembre 2025 d'Info.tvc. Cette semaine, à l'émission, Francis Pelletier, le directeur de la TVC, vient nous parler du retour de la loterie Coup de pouce. Anne-Marie Courtemanche de la firme conseil Yara vient nous parler du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir. On s'entretient aussi avec Julie Berthiaume de chez Cosmos qui vient nous parler de la grande semaine des tout-petits qui avait lieu cette semaine. Je me dirige ensuite du côté de la Maison des familles pour parler de la parade de Noël qui aura lieu bientôt. On était aussi à l'inauguration officielle du bureau de circonscription de Maxime Blanchette-Jonca à Amqui. Et le club des 50 ans et plus de la Comqui ont fêté leur 50e anniversaire. Mais tout d'abord, on se dirige vers les actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. Donc, premièrement, à la Maison des familles de la Matapédia, une belle initiative solidaire. Un frigo partagé pour tous vient d'y être installé. Cet espace vise à permettre aux familles de la région d'y déposer ou d'y prendre des denrées selon leurs besoins, favorisant le partage alimentaire et la coopération communautaire. Mais surtout, éviter le gaspillage des aliments, une façon simple et concrète de renforcer l'entraide locale. Du côté d'AgroPure à Amqui, après plus d'un mois de lock-out, les employés de bureau ont finalement accepté l'offre de l'employeur le 19 novembre. Une offre a ensuite été déposée jeudi aux employés de production. Au moment de l'enregistrement, les employés de production sont en rencontre et voteront par la suite. Donc, vous pourrez surveiller ça dans les nouvelles. Et finalement, la MRC de la Matapédia a adopté une résolution forte en soutien au monde forestier. Lors de sa dernière séance, elle a affirmé son appui aux travailleurs et aux entreprises forestières, soulignant l'importance de la foresterie pour l'économie régionale. La résolution demande aussi une plus grande reconnaissance de l'industrie et des efforts pour favoriser la transformation locale du bois. C'est ce qui complète vos actualités de la semaine. C'est le retour de la loterie coup de pouce de la TVC de la Matapédia. Là, on va appeler ça la loterie de coup de pouce des fêtes, parce que le tirage va avoir lieu le 19 décembre. On en parle avec Francis Pelletier, le directeur de la TVC. Donc, on va aller voir cette entrevue maintenant. Encore, Francis Pelletier à l'émission cette semaine. Salut, Carl! Tu viens nous parler, là, cette semaine, on avait parlé un petit peu, on l'avait spoilé, excusez-moi l'anglicisme, là, on l'avait divulgaché la semaine dernière, qu'il y en avait la loto coup de pouce qui s'en venait. Et là, tu viens nous parler de ça un peu, le retour de la loto coup de pouce. Ben oui, c'est ce qu'on lance lentement. C'est une formule, la loterie coup de pouce, qu'on a essayé cet été, puis il y a eu une excellente réponse, parce qu'on sait que les temps sont quand même difficiles. Le coût de la vie a augmenté de beaucoup dans les dernières années. Je pense que n'importe qui peut en témoigner. Ben oui. Et c'est ça, on a choisi de démarrer une loto pour aider les gens dans les choses du quotidien, comme entre autres de l'épicerie principalement, mais aussi de la pharmacie, des activités de loisirs, des choses des fois, c'est les premières places qu'on va aller couper quand le budget commence à être plus serré, là. Donc, c'est ça. L'idée, c'est une loterie coup de pouce pour donner un coup de pouce aux gens dans leur budget familial. Oui. Puis en même temps, en échange, ben, ça donne un coup de pouce à la TVC, à votre média communautaire préféré. Ben oui. Mais là, il y a beaucoup de prix. C'est 10 prix, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu veux on va faire le tour de ça un petit peu? Oui. Ben, en tout, on a 3 000 en prix quand même. Oui. 3 000 c'est beaucoup de sous. Le premier prix, c'est un 1 000 d'épicerie chez Maxi. Oui. C'est des bons d'achat Maxi qui sont échangeables, en fait, dans tous les Maxi du Québec. Oui. Donc, c'est super pour les gens de la Matapédia, mais même vous partez en vacances durant le temps des fêtes, puis vous pouvez aller, s'il y a un Maxi dans votre destination voyage, vous pouvez en acheter là-bas aussi. Aller acheter une dinde à Saint-Romuald. Ben, exactement. Une bouteille de vin pour la visite à Québec ou à Rivière-du-Loup en revenant, peu importe. Fait que c'est ça. Premier prix, 1 000 chez Maxi. Deuxième prix, troisième prix, 500 chez Maxi encore. Après ça, on a essayé de faire des espèces d'agencements de cadeaux pour faire des valeurs de 200-250 $ là. Donc, on a un forfait un peu plus plein air avec un 50 $ à Val-d'Irène, 50 $ accro plein air, une tuque, un hoodie qui ont une valeur d'une centaine de dollars ensemble.
Il y a un forfait un peu plus pour les jeunes, c'est-à-dire une carte repas pour la polyvalente à Amqui. Ben oui. C'est 95 c'est de la concessionnaire Marielle Paquette. Oui. Donc, pour nourrir vos ados sur leurs heures de dîner, c'est toujours le fun à recevoir. Avec encore là une tuque, un hoodie. On a après ça des combinaisons avec des 100 à la pharmacie Brunet, au marché Richelieu. On a des 50 à la librairie Hamster, librairie Chexa, Studio Mystique à Amqui, échangeable contre... je pense qu'il y a des tatouages, massage, cils aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Oui. On a un 50 chez l'ambassadeur. On a aussi la fille du pêcheur dans l'équation. Donc, c'est des super beaux prix, super beaux cadeaux à l'approche du temps des fêtes. Puis je pense que tu as oublié un 50 chez la librairie. Check ça aussi. Oui, le mentionné, il y en avait 2 fois. Ah, okay. Donc, voilà, c'est ça. Ça va être... Mais là, si on veut acheter des billets, on fait quoi? On va où? Ben oui. Parce que là, on peut les acheter sur Internet, mais pour les gens qui sont moins à l'aise d'aller sur Internet, on peut les acheter aussi en présentiel. Oui, il y a plein de façons de s'en procurer. La première, ça va être d'aller au tvcmatapedia.com sur notre site Internet. Vous allez cliquer sur l'onglet « L'auto coup de pouce » et en déroulant, vous allez avoir un bouton « Cliquer pour acheter ». Ça vous amène sur une page, une boutique en ligne qui est sécurisée. Donc, vous faites vos achats là, vous voulez un billet, vous voulez un livret de 10 billets, c'est possible aussi, vous distribuez à la famille dans le temps des fêtes, tout est bon. Ensuite de ça, vous pouvez également, vous allez le voir passer sur le babillard, notre visuel. Il y a un petit code QR. Si vous êtes habile avec un téléphone, vous scannez le code QR, ça va vous amener sur la même plateforme en ligne de vente de billets. Mais on va aussi se déplacer dans la Matapédia. On était au Salon des artisans d'Amqui la fin de semaine dernière. Il y en a peut-être qui nous ont vus là. Peut-être qu'il y en a, vous avez déjà acheté vos billets. Merci beaucoup. Pour les autres, on continue à se déplacer. Donc, cette fin de semaine, le 23 novembre, dimanche, on va être au marché de Noël au château d'Amqui, la résidence en haut de la côte, en haut de la grande côte à Amqui. On va être là toute la journée. C'est la grande salle du 7e étage, pour être précis. Oui, exactement. Ensuite de ça, dans la semaine suivante, le jeudi, vendredi soir, 27-28 novembre, on va être présent à la pharmacie Brunet. Donc, on va être sur place pour vendre des billets. Vous allez avoir de nos précieux bénévoles qui vont être là. Vous passez, vous leur dites un petit coucou et vous prenez un billet en passant. Et également au marché nomade, en lien avec le marché public, les artisans agroalimentaires locaux, il y a un marché nomade qui va se tenir à la MRC le 13 décembre prochain. Et ça va être notre dernier point de vente là. Ça se pourrait qu'il s'ajoute des lieux d'ici là, parce qu'il y a d'autres activités qui se passent dans la Matapédia, à Sébec, à Causap, à Lac-au-Saumon. On essaie de prendre contact là, avec les organisateurs puis de trouver des bénévoles pour en vendre. Si vous êtes quelqu'un qui a de l'aisance à vendre des billets puis vous voulez donner un coup de pouce à la TVC, appelez-nous, on va vous confier des billets, vous pourrez... Le numéro en bas de l'écran. Oui. Je te donne la job, Pascal. Ça nous ferait vraiment plaisir puis ça serait super apprécié de le faire. Donc, c'est ça. On a au total 1000 billets à vendre. Ça donne quand même beaucoup de chances de gagner un des 10 prix. Et les billets vont être en vente jusqu'au 15 novembre prochain. Puis le tirage, Puis le tirage va avoir lieu ici à la TVC le vendredi 19 décembre à midi. On va vous faire ça en live sur les réseaux sociaux, sur les abonnés du câble au 4 de Cogeco. Et puis, on va contacter là, dans l'après-midi même les gagnants de chacun des prix. Sur les réseaux sociaux, on peut préciser, c'est la page « On s'y retrouve partout », qui est le slogan de la TVC, de la Matapédia. Sur Facebook, vous nous cherchez sous la page, comme tu viens de le dire, « On s'y retrouve partout ». Notre page TVC de la Matapédia étant bloquée par Facebook, étant donné qu'on est un média, méchant Facebook. Mais on est là-dessus. Puis, on a aussi de plus en plus d'abonnés qui nous suivent sur YouTube. Donc, on mettra le lien également là, sur notre page avec la loterie, sur notre site Internet, pour accéder au live sur YouTube directement. Super.
Fait que merci Francis. Si on va avoir des billets aussi, on peut aller à l'AGA aussi qui s'en vient. Ça lundi. Super bon rappel, effectivement. Lundi 24 au Cinéma Figaro, à partir de 6h, vous pouvez venir nous rencontrer. Le film commence à 6h30 avec un popcorn, un breuvage, puis l'AGA à 19h30, 7h30. Puis vous allez pouvoir en même temps vous procurer nos billets. On va être sur place pour ça. Super. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup Francis. De rien, Carl. On reçoit Anne-Marie Courtemanche qui vient nous parler du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir. Donc, c'est des ateliers de consultation qui auront lieu à Amqui le 27 novembre prochain. C'est une occasion pour la communauté de s'exprimer sur l'avenir agroécologique de la région. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens nous parler en fait du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, mais la compagnie qui porte ce projet-là, c'est Yara. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de Yara et du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, là. Donc, de nous démêler un peu tout ça, là. En fait, Yara, c'est une entreprise autochtone qui est basée à Wendake, dans la région de Québec. C'est une entreprise qui est spécialisée en recherche de financement et en gestion de projets. Donc, qui s'implique depuis 2017 dans des projets à impact social positif. OK. Puis, le projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir, est-ce que c'est Yara qui a décidé de démarrer ce projet-là ou d'aller chercher des fonds? Je pense que c'est soutenu, je pense, par le programme de financement des objectifs de développement durable du gouvernement du Canada. Donc, c'est-tu Yara qui a fait ces démarches-là ou... Oui, bien en fait, c'est que l'entreprise a acheté en 2022 une terre en Gaspésie dans le but de développer un projet, une initiative qui s'appelle Forêt 2. C'est un projet qui veut être une vitrine de la permaculture puis de l'agroécologie, puis donc autant travailler sur la souveraineté alimentaire ou l'autonomie alimentaire, puis encourager l'économie locale. Puis en s'investissant en Gaspésie, en s'engageant dans le milieu, puis en commençant à réfléchir à ce projet-là pour le mettre sur pied éventuellement, bien, les gens qui travaillaient sur le projet se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs freins, il y avait des obstacles qui faisaient que c'était difficile de réaliser des projets qui se tournent autour du grand domaine de l'agriculture, si on veut, en Gaspésie. T'sais, on parle de manque de main-d'œuvre spécialisée, on parle de dispersion des ressources, on parle de la vastitude du territoire qui fait que, avec très peu de gens, une population qui est très peu dense, donc beaucoup de déplacements pour arriver à faire connaître un produit, pour accéder au marché. Donc, c'est à partir de ces constats-là que l'idée du projet Unir la Gaspésie pour semer l'avenir est née. OK. Puis là, la première étape, c'est les consultations. Donc, et là, vous serez de passage le 27 novembre à Amqui. Il va y avoir 2 consultations. En fait, il va en avoir une, je pense, c'est 13h30, l'autre 19h. Oui. Donc, c'est quoi le but de ces consultations-là? Puis, à qui ça s'adresse? Bien, en fait, les ateliers de consultation s'adressent à tout le monde parce que tout le monde, qu'on le veuille ou non, on est tous touchés par l'alimentation. T'sais, si demain matin, on n'a plus de nourriture, il n'y a plus rien qui est possible. Donc, c'est pas un projet qui vise exclusivement l'agriculture, mais c'est un des principaux piliers, étant donné qu'il faut manger, puis ça nous prend des aliments sains pour être capable de réaliser des projets, d'aller travailler, de s'occuper de nos familles, de faire ce qu'on a à faire dans nos vies, respectivement. Donc, tout le monde est visé, que ce soit les citoyens, les mères de famille, les gens qui travaillent pas, les étudiants, les gens qui sont dans les organismes communautaires. Les acteurs du milieu sont hyper importants parce que c'est ces gens-là qui ont le pouls du terrain, qui voient au quotidien c'est quoi la réalité de leur clientèle. C'est aussi tous les acteurs agricoles, que ce soit les agriculteurs, les gens qui sont dans le domaine de la transformation alimentaire, tous les gens qui font qu'on peut manger en Gaspésie. La foresterie, tout le monde est touché parce que c'est en ayant accès à ces gens-là qu'on va pouvoir se faire la meilleure idée possible des principaux enjeux. C'est quoi les solutions qui pourraient être mises en place, puis c'est quoi le meilleur véhicule pour que ces solutions-là soient réalisables ou réalisées. OK. Puis est-ce que vous avez des partenaires aussi dans ce projet-là ou... Les partenaires, c'est tout le monde. Okay. Il n'y a pas de partenaire institutionnel officiel. Okay. C'est vraiment une démarche qui a démarré avec un projet de nature privée.
OK. un constat de, OK, il y a vraiment des enjeux dans la région. C'est un milieu de vie extraordinaire, la Gaspésie. Comment on fait pour que ce milieu de vie-là devienne prospère, plus résilient et plus durable pour l'ensemble des Gaspésiens? T'sais, on a beaucoup de ressources ici, mais elle quitte tout le territoire. Le bois sort du territoire, les produits de la pêche sortent du territoire. Fait que, tout ce qu'on produit ici, on n'est pas les premiers à en profiter. Ouais. Fait que comment on fait pour que ce milieu de vie-là, qui est extraordinaire, que moi j'ai choisi il y a 4 ans, devienne plus prospère pour nous, pour les gens d'ici? OK. Puis là, pour ces rencontres-là, j'imagine qu'il faut s'inscrire idéalement à l'avance. On avait parlé un petit peu tantôt avant d'enregistrer, mais c'est ça. Donc, on invite quand même les gens à s'inscrire avant de se présenter. Est-ce que c'est sur le site, je pense que c'est UGPSA ou... .ca, oui. Si les gens s'inscrivent, ça nous donne une idée de qui va être là, puis ça nous aide à calculer nos quantités de collations à offrir aux gens parce qu'on discute pendant un bon 2 heures, puis c'est le fun de pouvoir prendre un café puis de manger des biscuits en discutant. Est-ce que vous avez des canaux qui sont privilégiés pour la communication? Donc, j'imagine que si on veut suivre ce projet-là, je ne sais pas si vous avez une infolettre ou quelque chose comme ça pour suivre le développement. Ben là, pour l'instant, on n'a pas encore l'infolettre parce qu'on n'a pas encore d'informations à communiquer. Donc, on invite justement les gens à s'inscrire à partir du site web, puis à nous donner leurs coordonnées, à nous autoriser à recommuniquer avec eux pour pouvoir ensuite leur faire part des conclusions des consultations, puis des démarches qu'on va entreprendre à la suite des consultations. OK. Puis est-ce que vous avez, en terminant, un message à transmettre aux citoyens de la MRC qui voudraient ou qui hésiteraient à participer à cette consultation publique-là? Bien, en fait, c'est un très beau... c'est une belle table autour de laquelle s'asseoir entre gens qui se connaissent pas souvent. Ça a amené des belles rencontres dans plusieurs milieux. Si c'était que ça, ce serait déjà une belle réussite parce que tisser des liens dans une communauté, c'est important. Oui. C'est une table, c'est une table ouverte, c'est une table mise où il n'y a pas de limite, où on peut parler de tout ce qui nous concerne comme citoyens, comme travailleurs, comme responsables d'un organisme. Tu sais, si on peut parler autant de logement que de manque de garderie, que de problèmes de main-d'œuvre, que de... C'est tous ces éléments-là qui constituent un milieu de vie durable puis prospère. Puis tout le monde vit des enjeux, que ce soit personnellement dans son travail ou plus collectivement au sein d'un organisme. Donc, tous les points de vue sont intéressants, toutes les idées sont importantes, toutes les solutions sont valables. OK. Donc, on invite les gens à assister à la consultation. Ça se passe où à Amkoui? Est-ce que vous avez l'endroit où ça va être... Où ça va se passer? C'est au complexe municipal à Amkoui. OK, parfait. Super. Puis évidemment, si les gens ne sont pas en mesure de se déplacer, il y a aussi moyen de remplir un sondage sur le site web, le ugpsa.ca. C'est une autre manière de participer pour les gens qui ne seraient pas capables de se déplacer ou qui ne sont pas disponibles cette journée-là. Ceci dit, on aimerait vraiment plus voir les gens en personne parce que ça amène un contact, ça amène des dynamiques. Puis selon les gens qui sont présents, les discussions s'animent. Ça donne des résultats très intéressants qui sont beaucoup plus agréables que de répondre à un sondage. Ben oui, effectivement. Mais ceci dit, si les gens ne sont pas disponibles, on invite tout le monde à répondre au sondage aussi sur le site web. Super. Et merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Cette semaine se déroulait la grande semaine des tout-petits et partout au Bas-Saint-Laurent, on s'est mobilisé pour rappeler l'importance de soutenir nos enfants dès leurs premières années. En fait, la semaine n'est pas encore tout à fait finie. Il y a encore les activités qui auront lieu ce week-end. On vous invite à aller voir la page de Cosmos Matapédia. Donc, il y aura une nouvelle comptine, des activités familiales, initiatives régionales. Beaucoup se sont passées cette semaine et se dérouleront aussi en fin de semaine. Pour en parler, j'ai rencontré Julie Bertillaume de Cosmos Bas-Saint-Laurent qui nous explique pourquoi ces actions sont essentielles et comment elles font une différence pour les tout-petits. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous cette semaine. Pour commencer, j'aimerais que tu nous rappelles c'est quoi la grande semaine des tout-petits, puis qu'est-ce que ça représente pour la région du Bas-Saint-Laurent?
Bien, la Grande Semaine des Tout-Petits, c'est le 10e anniversaire cette année, puis c'est l'occasion, en fait, des partenaires pour la démarche Cosmos de susciter le dialogue sur l'état de bien-être des jeunes de notre territoire. Donc, de voir comment le développement des tout-petits qui nous entourent, on peut davantage travailler à l'optimiser, de mettre en lumière également les différentes initiatives pour soutenir leur développement et également de mobiliser la population sur les avancées, sur les défis, sur comment on peut rêver, en fait, notre accompagnement auprès des tout-petits. OK. Puis là, c'est la 10e année qu'il y a la Grande Semaine des Tout-Petits. Cet anniversaire-là, ça signifie quoi pour Cosmos, pour ses partenaires aussi? Ben, l'initiative de la Grande Semaine des Tout-Petits vient du collectif Petite Enfance, qui est un regroupement là, plus national. Pour nous, au Bas-Saint-Laurent, le fait de voir, ben, c'est de voir la rétrospective des 10 dernières années, puis de voir qu'on a bien œuvré, on a vraiment travaillé tous ensemble là, pour pouvoir soutenir le développement, mais qu'il nous reste encore des choses à mettre en place. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt, la Grande Semaine, pour prendre la perspective puis s'inviter à rêver au futur. Puis ben la thématique de cette année, c'est justement 10 ans d'ascension et encore temps à gravir. Donc nous, on se colle à la thématique puis on essaie là, de voir comment on peut se donner des ailes pour la suite. Puis là, les communiqués mettaient beaucoup l'accent sur les droits des tout-petits puis la responsabilité collective. C'est quoi les principaux messages que vous souhaitez faire passer cette année? Bien, en parlant des droits des tout-petits, c'est sûr qu'on souhaitait rappeler aux adultes qui prennent soin des tout-petits l'importance de leur créer des environnements favorables à leur développement parce que, vous le savez, là, les tout-petits de 0-5 ans dépendent complètement des adultes. Donc, ce qui est vraiment une priorité pour nous, c'est de sensibiliser les différents milieux sur l'importance qu'ils ont d'agir auprès des tout-petits en leur offrant des environnements de qualité, en leur offrant de la stimulation pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel, en leur amenant vraiment des environnements sécurisants aussi, parce que c'est vraiment un des facteurs là, qui permet le développement optimal des enfants. C'est de renouveler également notre engagement là, à vouloir faire de la petite enfance une priorité dans notre société, puis s'assurer que ces petits-là, oui, on les considère comme les citoyens de demain, mais c'est également des citoyens d'aujourd'hui. Oui. Donc, qu'ils font partie de notre vie, puis qu'il faut considérer leurs besoins pour pouvoir créer nos infrastructures, pour pouvoir créer nos offres de services, que les différents partenaires puissent être à l'écoute vraiment là, de ce que les tout-petits ont besoin et leur famille également. Oui, parce que c'est vraiment important d'agir tôt dans la vie d'un enfant. Donc, pourquoi est-ce que de 0 à 5 ans, c'est vraiment important d'agir puis d'avoir un milieu de vie vraiment sécuritaire et tout pour les enfants? Bien, ce qu'on sait là, au niveau des neurosciences, là, c'est que le développement du cerveau est exponentiel entre 0 et 3 ans. Là. Les connexions neurales sont vraiment se font à vitesse fulgurante. Donc, tous les apprentissages qui sont faits pendant cette période-là sont la fondation, si je pourrais dire, là, de la construction de l'identité des humains. Donc, plus on met en place des environnements, des conditions favorables au développement quand ils sont tout petits, donc dans le 0 le plus tôt possible, on aide les enfants, on les soutient dans leur développement optimal à ce moment-là. C'est aussi un grand moment de transformation pour la famille, donc plus on soutient l'environnement, les parents, par les actions communautaires, municipales, par les CPE. Donc, vraiment, plus il y a de réseaux de soutien, un filet de sécurité autour des parents, plus ça offre des conditions aux enfants là, de pouvoir se développer le mieux possible. Puis là, il y a une initiative qui a été faite cette année, qui est à la création d'une comptine chantée par les enfants du Bas-Saint-Laurent. On va aller voir la chanson avant d'en parler. Parfait. Il y a longtemps que c'est déjà
Donc, c'était une très belle chanson, mais vraiment, on voit même des jeunes de la Matapédia qui étaient là. On a vu le CPE, l'Enfant rit, d'ailleurs. Comment est née cette idée-là de faire cette comptine-là? Oui, en fait, c'est ça. Dans notre objectif de la Grande Semaine des Tout-Petits de cette année, on voulait valoriser les droits des enfants. Donc, on a repris une initiative qui était née en 2024 du comité Grande Semaine des Tout-Petits de Rimouski-Neigette, où il y avait cette chanson-là qui avait été créée et déployée de façon localement ici dans Rimouski. Et là, on a eu envie là, de la reprendre puis de l'amener plus au niveau du Bas-Saint-Laurent, donc de pouvoir faire collaborer l'ensemble des enfants du territoire pour qu'on voit des petites bouilles là, de partout qui chantent eux-mêmes. Donc, nous, dans le fond, on veut porter leur voix dans l'espace public, mais quoi de mieux qu'une chanson exprimée par des enfants eux-mêmes sur l'importance des droits fondamentaux qu'ils ont. Donc, droit à la sécurité, droit à être éduqué, droit à la santé, pour en nommer que quelques-uns. Oui. Mais c'était vraiment une occasion précieuse de travailler en collaboration pour démontrer la force de notre concertation régionale à travers les 8 territoires de MRC en rassemblant tous ces enfants-là là, des différents milieux de garde. Là, on a de même maintenant une inquiétude face à l'apparence au niveau des 3 à 5 ans. Comment qu'on interprète ça, ce phénomène-là? Je pourrais y aller de différentes hypothèses. Là. Je suis pas chercheur sur la thématique. Ce qu'on se rend compte particulièrement, c'est que les enfants, très tôt, sont mis en exposition avec des écrans. Et les écrans, par rapport à l'image corporelle, nous renvoient des modèles qui sont pas toujours la réalité. Donc, ça l'influence probablement la perception des tout-petits qu'ils ont eux-mêmes sur leur propre image. On tend à mettre en place des initiatives, des actions pour supporter, pour mieux comprendre, pour soutenir les professionnels de l'éducation des tout-petits là, pour pouvoir mieux œuvrer sur cette thématique-là. Mais je vous dirais là, que c'est une donnée qui nous est apparue là, dans le les derniers recensements des enquêtes qu'on voit là, qui est l'ECDEM ou les enquêtes sur la parentalité, qui nous questionnent puis qui nous préoccupent là et qui nous donnent vraiment envie d'agir collectivement pour pouvoir soutenir ça là. Parce que la lutte aux écrans, on va dire en guillemets là, pas la lutte aux écrans, mais c'est ça, ça fait partie des défis que Cosmos aborde en fait pour essayer de décoller les enfants des écrans là, si je me trompe pas là. Tout à fait. Bien, en fait, on a beaucoup parlé du temps d'écran, mais je pense que maintenant, justement, avec ces préoccupations de l'image corporelle dès le jeune âge, je pense qu'il est peut-être temps de tourner notre focus aussi sur le contenu, sur le qu'est-ce qui est partagé aux enfants, puis comment ils l'interprètent. Donc, de pouvoir accompagner ce temps écran-là. T'sais, on le sait aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Il y a plein d'avantages, mais il faut savoir bien les utiliser avec bien du discernement, autant chez les parents que chez les enfants. Donc, de pouvoir les soutenir là, dans cette réflexion-là, puis dans la saine utilisation, en fait. Et puis là, avant qu'on termine, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les activités fortes qui ont été organisées cette semaine pendant la grande semaine des tout-petits? Oui. Donc, dans la Matapédia, il y a eu une foule d'activités vraiment qui ont été mises en place toute la semaine. Beaucoup de choses se sont faites à tous les jours de la semaine. Donc, lever des drapeaux, il y a eu des cliniques amis des bébés, il y a eu des activités à la bibliothèque, du patinage. Donc, vraiment une foule d'activités. Puis, là, on se parle, on est vendredi. Donc, samedi et dimanche, il y a encore des possibilités d'activités telles que le biblio pour les tout petits à Amkoui, à Cozapscal. Il y a le marché de Noël à Sébec où il y a des jeux gonflables. Il y a également dimanche, le 23 novembre, un espace famille à Cozapscal, bain libre à Amkoui et patinage parents et poussettes à Sébec. Donc, vous voyez, là, il y a eu beaucoup d'activités pour le week-end. Là. Ouais. Puis, en fait, avant de terminer, on parle de Cosmos depuis tantôt. Puis, je pense que tu voulais nous dire c'est quoi Cosmos? Parce que c'est un peu flou. On ne sait pas si c'est un organisme. Donc, avant de quitter, je veux que tu nous expliques
C'est quoi Cosmos? Cosmos, en fait, c'est un regroupement d'organismes et d'institutions qui unissent leurs forces pour agir sur le développement des enfants et des jeunes, dans le fond, dans un continuum de services de la grossesse à l'âge adulte. Donc, nous, là, dans le fond, comment on se voit, c'est vraiment une richesse partenariale pour être en mode solution sur les défis qui nous préoccupent les partenaires. Donc, on se rassemble ensemble, on réfléchit ensemble à trouver de la cohérence entre les différents milieux, que ça soit les CPE, le milieu communautaire, le scolaire, les maisons des familles. Donc, vraiment, tu sais, d'aller dans tous les organismes avec leurs différentes missions, puis de trouver ensemble des solutions aux problèmes réels des matapédiens. Donc, Cosmos dans la Matapédia va vraiment agir pour offrir plus de soutien aux organisations et pour ça, ça découle après pour les jeunes et leurs familles. OK. Fait que dans le fond, ça aide vraiment à concerter les organismes communautaires auprès surtout ceux-là qui agissent auprès des familles, bien entendu. Oui, donc, que ce soit pour la nourriture, on parle entre autres de Moisson Vallée, exemple, ou les maisons des familles aussi, je sais qu'ils sont beaucoup là-dedans, les grands amis, donc tous ces genres exactement. Donc, les partenaires locaux sont invités à se rassembler. Cosmos, c'est l'entité qui rassemble les gens puis qui leur permet de pouvoir discuter ensemble et de créer des actions cohérentes sur le territoire en fonction des besoins locaux qui sont présents dans la région. On travaille à partir de 5 enjeux, dont le développement des tout-petits en est un, mais il y a aussi la réussite scolaire, il y a le passage à la vie adulte, les saines habitudes de vie, donc santé et bien-être des tout-petits et des jeunes et des plus vieux, et également dans la prévention de la maltraitance. Donc, c'est vraiment différents domaines dans lesquels on va agir avec des partenaires différents pour pouvoir mettre en place là, des stratégies qui vont vraiment être porteuses là, de transformation pour les jeunes les plus vulnérables, en fait. C'est ça qu'on veut, c'est offrir une chance égale, d'essayer de pouvoir offrir aux familles des opportunités là, qui vont vraiment leur permettre le développement du plein potentiel des jeunes. Fait que si on veut suivre, en fait, Cosmos, on peut aller sur les pages Facebook. Il y a souvent des calendriers d'activités et tout là, qu'on voit apparaître. Là, donc. Exact, d'aller sur Cosmos Matapédia pour voir la programmation directement pour la région de la Matapédia et Cosmos Bas-Saint-Laurent pour voir les actions plus globalement, là, tout ce qui se fait sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'il y a même des infolettres. Je pense qu'on peut s'abonner pour avoir les calendriers directement dans notre courriel. Ouais. Parfait. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se fait dans la Matapédia, beaucoup de belles choses, une équipe bien impliquée, des partenaires au rendez-vous, la mobilisation est là, puis on le sent, on voit la différence que ça fait pour les familles puis pour les jeunes. Fait que je nous invite à poursuivre en ce sens pour que nos tout-petits puissent rêver puis pouvoir s'épanouir complètement là, dans l'avenir. OK. Mais merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir, Carl. La parade de Noël est de retour cette année à Amqui et je me suis dirigé du côté de la Maison des familles afin d'en savoir plus car ce sont eux les porteurs du projet. Donc Cynthia Desbiens me parlait un peu des nouveautés cette année qui entourent cette parade. Salut Cynthia, je suis content d'être encore à la Maison des familles. On était venus pour les biscuits sourires, mais là on vient pour une autre raison. La parade de Noël revient cette année, ça a pris 2 ans. Oui. Fait que c'est de retour cette année et il va y avoir beaucoup de partenaires, je pense. Je sais pas si tu vas en parler un peu tout de suite. Oui, bien dans le fond, nos partenaires financiers et les principaux, il va y avoir la ville d'Amqui, il va y avoir Desjardins et notre député provincial, M. Pascal Bérubé. OK. Puis ça se passe quelle date, cette parade-là? Ça va être samedi, le 29 novembre, à 15h30. OK. Les autres années, on faisait ça à 15h, mais là, on a décalé un petit peu parce qu'il va y avoir un spectacle de Nicolas Noël. Donc, on voulait permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Tant que les gens sortent de la salle tranquillement, viennent sur le bord de la rue pour venir voir ça. C'est ça. Puis en plus, il va faire un petit peu plus noir, donc on va pouvoir encore plus profiter des lumières. Ben oui. Ouais. Puis là, il va y avoir encore beaucoup d'activités. Je ne vais pas dire des activités, mais beaucoup de spectacles un peu pendant la parade. On avait des mascottes, là, 2 ans, puis tout. Est-ce que c'est un peu de retour, ce principe-là, d'avoir
plein de personnes qui font des prestations. Pendant. Oui, bien, je pense que ça, c'est toujours apprécié. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs mascottes. On a des nouveaux personnages aussi qu'on s'est procurés cette année. Donc, ça va être une surprise. Toujours, évidemment, nos princesses, nos super-héros qui sont toujours appréciés. En plus de ça, on a quand même plusieurs chars allégoriques. Beaucoup d'organismes communautaires. Fait que c'est plaisant de voir l'implication de nos partenaires du communautaire. Puis ensuite de ça, on va avoir nos traditionnels cracheurs de feu. On ne peut pas s'en passer. Je pense que c'est un incontournable. Puis on va avoir une nouveauté aussi cette année. Ça va être... La préparade. Ah, ben non, mais t'as une autre nouveauté. OK. On va revenir à la préparade après. Mais vas-y avec ta nouveauté avant. Oui. Ben on va avoir des artistes de cirque là, aussi qui vont... avec bien illuminé tout ça. Là, donc, Et on va continuer avec l'autre nouveauté qui est la préparade. Oui. Donc, il va se passer quelque chose, je pense, dans le cours de l'aréna. Oui, c'est ça. À la fin de la parade, tous nos partenaires de la parade qui étaient disponibles à rester un petit peu plus longtemps, on va tous se réunir dans la cour de l'aréna. La cour de l'aréna, le stationnement va être fermé pour l'occasion pour assurer la sécurité. Puis, c'est ça. Dans le fond, les organisateurs ou les participants qui ont fait des chars allégoriques, bien, ça va leur permettre de pouvoir échanger un peu avec le public. Ils ont mis tellement de temps et d'énergie là-dedans. C'est quand même long à faire. Puis ça va permettre aux participants aussi d'aller les rencontrer, d'aller les voir et discuter avec eux. Puis ensuite de ça, bien, ça va être un beau moment pour venir prendre des photos avec les personnages. Peut-être qu'ils ne seront pas tous là parce qu'on s'entend que ça va avec la disponibilité des gens, mais on a quand même une très bonne participation qui vont rester pour prendre des photos avec nos jeunes à la préparade. Puis ensuite de ça, bien, ça va être proche de l'heure du souper. Fait qu'on va inviter les gens à prendre le dessert avant le souper. C'est le fun, un changement des fois. C'est une journée spéciale. Donc, on va avoir du gâteau à vous remettre parce que, dans le fond, c'est le 28 novembre, la veille de la parade, c'est les 30 ans de la Maison des familles. Donc, on va avoir un gâteau spécial pour souligner les 30 ans, puis on invite les gens à venir chercher un petit morceau, puis on va avoir des breuvages chauds aussi avec ça. Super. On a vraiment hâte à cette parade-là. Fait que... Oui, bien, nous autres aussi, c'est beaucoup de travail. C'est des mois de travail, beaucoup d'organisation. Mais on est content d'avoir des partenaires dans le comité de la parade qui nous aident. On a la ville d'Amqui qui est vraiment un très grand support, autant au niveau de l'organisation dans le comité que de toutes leurs ressources humaines, leurs infrastructures. Il faut la sécurité autour de ça. C'est ça. Les chemins. Là, est-ce que le trajet, ça va être pas mal la même qu'il y a 2 ans? Oui, c'est ça. On part de la rue d'Auteuil en haut du terrain de soccer ou l'école polyvalente. On descend jusqu'à la rue Proulx. On tourne, on s'en va jusqu'à l'avenue du Parc. Puis c'est là que, dans le fond, la fin du trajet va être dans la cour de l'aréna plutôt que de se terminer à l'école secondaire. Oui, c'est ça. Donc, parce que il y a 2 ans, il faisait juste retourner ou l'école secondaire, mais là, c'est ça va être la cour de l'aréna pour on essaie aller voir les chariots plus près. Oui, c'est ça. Puis avoir un petit moment festif, échanger entre nous. Puis on fait cet essai-là cette année. On va voir comment les gens vont répondre. Mais si ça répond bien, bien, peut-être que ça va être encore plus gros dans 2 ans. Hey, merci, Cynthia. Bien, ça fait plaisir. Puis j'ai oublié de vous dire, mais n'oubliez pas, je vais avoir un personnage important dans la parade. On va avoir le Père Noël qui va être là. La parade de Noël sans le Père Noël, ça sera un peu spécial. Oui, et n'oubliez pas non plus d'apporter les lettres, les lutins. Oui, c'est vrai, les boîtes aux lettres vont se promener. Oui, nos lutins vont être là pour ramasser les lettres au Père Noël. Donc, n'oubliez pas vos lettres. Parfait, merci. Bien, ça fait plaisir. Merci. Le 13 novembre dernier, Maxime Blanchette-Jonca faisait un 5 à 7 pour inaugurer officiellement son bureau de circonscription à Amqui. Donc, on a décidé d'aller le voir et lui piquer une petite jasette. Hey, merci beaucoup, Maxime, de nous accueillir dans tes locaux. Présentement, on est en arrière-boutique, on va dire. C'est pas une boutique, mais on se comprend dans les bureaux arrière, parce que devant, c'est présentement le 5 à 7. C'est l'inauguration officielle de tes locaux à Amqui. Pourquoi c'est important pour toi de garder un local à Amqui? Bien, pour moi, c'est une suite logique. C'est-à-dire, bon, premièrement, Christina, ici, l'ex-député avait un bureau. Puis également, c'est une volonté de la part des élus. Lorsque je me suis présenté, campagne électorale, les gens me l'ont demandé, mais c'était déjà prévu dans les plans. Donc, moi, je suis un régionaliste. Je crois que les gens qui habitent dans la Matapédia ou qui habitent à d'autres endroits sur le territoire, au Bas-Saint-Laurent, au Québec, ont le droit d'avoir une accessibilité avec leurs députés sans avoir besoin de faire des centaines de kilomètres de route. Donc, présentement, bon, j'avais déjà un bureau à Rimouski. Dans le passé, avec mon ancien territoire, j'avais aussi le territoire du Témiscouata, qui était quand même assez éloigné de Rimouski. J'avais déjà un bureau également là-bas. Donc, pour moi, c'est
c'est une continuité aussi dans les valeurs que je représente puis que je défends, c'est-à-dire la proximité des élus dans un vaste territoire. Donc, le fait d'être à Amqui puis de ne pas avoir besoin d'aller, exemple, jusqu'à Rimouski pour avoir accès au bureau du député, pour moi, c'était important de le faire. Donc, je souhaitais aussi avoir cette proximité-là avec les citoyens, de dire c'est leur endroit qu'ils peuvent venir parler avec moi, parler avec des membres de mon équipe. Donc, c'est important qu'ils se sentent à l'aise, mais aussi qu'il n'y ait pas une barrière de « OK, c'est trop loin. OK, je sais pas. OK, je peux juste y parler par téléphone ou par courriel. » Donc, il y a cette volonté-là aussi de service aux citoyens qui est pour moi primordiale dans ma vision de député. Puis on le sait surtout en région, quand on veut avoir affaire au gouvernement, il n'y a pas le bureau du ministère à proximité. Non, c'est donc, ça. les députés, on aide beaucoup. On est les facilitateurs, on aide les citoyens, on les accompagne dans différents projets. Dans les entreprises aussi, des gens qui ont besoin d'aide, les élus municipaux, par exemple. Donc, c'était pour moi très, très important de conserver ce lien-là avec la population. Puis aussi que les gens comprennent aussi que c'est important qu'ils ne se gênent jamais d'avoir accès à ce service-là. Puis il n'y a rien de mieux qu'avoir une place, un emplacement physique pour répondre à leurs interrogations, mais aussi pour les aider dans les différents enjeux. Ça, c'est quel genre de service qu'on peut avoir ici quand on vient voir la personne qui est à ton bureau, qui est Marc, notre ancien journaliste. Donc, quel genre de service, pourquoi on viendrait ici? Y a-t-il des services en particulier? Donc, premièrement, situer les gens, 35 boulevard Saint-Benoît, on est juste à côté du Maxi. Oui, dans le même local que Christina était, dans le fond. Effectivement. Le même donc, bureau. ça aussi, c'est un enjeu assez important pour moi, que les gens n'aient pas besoin de rechercher le bureau du député, il est où. Donc, oui. Donc, nous, ici, là, on peut être la première porte comme la dernière pour les citoyens. Bien, évidemment, c'est sûr qu'on aide les gens à travers les différents ministères et organismes fédéraux. Ça peut être l'Agence du revenu du Canada, ça peut être le supplément de revenu garanti, la pension de la sécurité de la vieillesse, ça peut être l'immigration. Tous les ministères fédéraux là, à lesquels on pense, les gens peuvent venir nous poser des questions par rapport à ça, peuvent venir prendre l'information. Donc, tout ce qui touche au gouvernement fédéral, c'est possible de le faire. Okay. Puis même parfois, ça arrive régulièrement, les gens ont des questions. C'est pas nous nécessairement qui va traiter ça, mais on permet aussi, on est une courroie de transmission parce qu'on connaît bien les autres organismes sur le territoire. Donc là, on peut référer avec, que ce soit avec mon collègue Pascal Bérubé, député également à l'Assemblée nationale, que ce soit avec d'autres types d'organismes, on est capable. Donc on a une porte d'entrée pour bien des choses, mais les gens sont toujours les bienvenus ici. S'ils ont une interrogation, ils peuvent venir, soit par téléphone ou encore ils peuvent venir nous rejoindre. Ça, c'est tout. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. C'est-tu ce rendez-vous ou il y a un horaire régulier? Donc, je dirais l'horaire régulier de lundi au vendredi. On tente d'être sur place environ de 9 à 5. Évidemment, on a un vaste territoire. Il peut y avoir des événements. Donc, Marc Baudouin, qui est mon attaché politique, peut être des fois en représentation sur le territoire. Donc, toujours préférable quand même de lâcher un petit coup de fil avant, mais les gens aussi vont le voir ici même. Là, de l'extérieur, on est capable de savoir s'il y a de la lumière dans le bureau, il y a quelqu'un, mais les gens peuvent toujours passer, c'est ça, sur les heures de bureau pendant la semaine. Mais voilà, c'est sûr que ce serait préférable, évidemment, pour prendre rendez-vous, mais les gens, habituellement, ne se gênent pas, ils sont les bienvenus. C'est quoi pour toi les principaux dossiers et enjeux fédéraux, dans le fond, qui touchent la Matapédia présentement? Il y en a plusieurs, mais il y a un enjeu assez majeur actuellement, c'est la question du bois d'œuvre. On le sait, dans la Matapédia, beaucoup d'entreprises, des scieries qui gravitent autour du bois d'œuvre, qui gravitent autour de la forêt. On n'a qu'à aller dans la rue, on voit les camions passer plein de bois, là. Mais ça fait vivre plusieurs communautés. Il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup de gens, des familles là, qui dépendent de ça. Puis actuellement, l'enjeu qu'on a, c'est avec les Américains. Donc, on vend beaucoup de bois d'œuvre aux Américains. C'est notre principal marché d'exportation. Puis là, le gouvernement américain, on le sait avec l'administration Trump, pas trop facile à s'entendre, là. Donc, ils ont rajouté des tarifs sur le bois d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a des taxes supplémentaires. Donc, les gens qui veulent vendre le bois d'ici, qui l'envoient là-bas aux États-Unis pour le vendre, bien là, il y a des taxes supplémentaires. Donc là, il y a moins de gens qui achètent de bois. Ça fait en sorte que là, les entreprises ici, bien, il y a moins de rentabilité. Donc là, on s'inquiète maintenant d'avoir des entreprises qui virent à perte ici, mais les conséquences sont majeures aussi. C'est, oui, sur les entreprises, mais sur les travailleurs, les gens qui sont... Donc, il y a des entreprises qui sont à risque de réduire leurs opérations, de devoir mettre à pied des travailleurs. Puis ça a des répercussions majeures sur ces gens-là, sur les entreprises, mais aussi sur l'économie régionale puis locale.
Donc, ça, c'est une priorité pour moi. On a déjà fait des représentations avec le Bloc québécois sur la colline parlementaire. Donc, il y a des représentants de l'industrie forestière qui sont venus puis qui ont demandé notamment d'avoir du soutien financier de la part du gouvernement fédéral. Ouais. Il y a une bonne nouvelle. Donc, avec nos pressions, dernièrement, on a réussi à faire aboutir quelque chose qu'on attendait quand même depuis plusieurs mois. Il faut le dire, ça a été vraiment un combat. Donc là, la Banque de développement du Canada va permettre d'avoir des prêts pour des entreprises, pour les soutenir à travers cette tempête-là, on peut dire. Mais évidemment, on continue à faire le travail pour avoir d'autres soutiens, là. Pas juste sur des prêts d'entreprise, mais du soutien de subventions salariales, par exemple, pour aider les employés s'ils sont mis à pied, qu'ils puissent garder le lien d'emploi. Fait que ça, c'est des demandes qu'on a au gouvernement fédéral. Puis évidemment, aussi pour les entreprises qui ont des droits compensateurs. Le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont plus beaucoup de liquidités parce qu'ils doivent toutes les payer en taxes. Donc, il y a moins de rendement, il y a moins de bois qui est vendu. Fait que c'est une roue qui tourne en réalité. Donc, il faut les aider à travers ça. C'est un enjeu majeur que j'ai actuellement. OK. Puis, pour terminer, parce qu'on va il y a bien des choses qu'on pourrait jaser. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'aimerais ça terminer avec un message que tu aimerais envoyer aux citoyens de la Matapédia. Donc, as-tu un message à leur envoyer? Oui, bien, beaucoup de messages, là, mais principalement, premièrement, qui sont toujours les bienvenus. Oui. Au bureau ici, ils veulent nous parler par téléphone, par courriel, qui ont une question ou qui ont un projet. C'est mon rôle, moi, en tant que député, d'aider. Moi, je crois au développement de la région. Puis bon, une petite touche familiale que je partage, là. J'ai des gens de ma famille qui sont originaires de la Matapédia, mon père particulièrement de Saint-Moïse. C'est pas tout le monde qui le savent. Fait que ça me fait grand plaisir de le rappeler puis de le dire aux gens. Donc, j'ai un attachement très, très, très profond, là, ancré avec ma famille ici dans la Matapédia. Mais au-delà de ça, je pense que le message que les gens également veulent qu'ils comprennent, c'est que c'est ma vision en tant que député d'être toujours à l'écoute puis d'aller à la rencontre des citoyens. Je tente de le faire au maximum dans mon travail aussi en tant que parlementaire, d'aller à Ottawa, qui n'est pas toujours une mince tâche, mais c'est le message que j'aimerais, que je crois au développement de la Matapédia et que je veux pouvoir les aider à développer la Matapédia dans leurs différents projets ou dans les différents enjeux, que je vais toujours être au rendez-vous, que je vais toujours donner mon 110 % pour pouvoir les aider. Mais voilà, ça passe notamment par un échange, une communication, parce que je ne connais pas tout, mais je connais des gens qui connaissent d'autres choses. Puis moi aussi, j'ai une bonne expertise dans certains domaines, mais je pense que c'est un travail comme ça. Quand les citoyens sentent que leur élu les écoute puis qu'ils les aide, bien, c'est comme ça qu'on a réussi à développer notamment notre coin de pays. Mais merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. On invite les gens à venir te voir si on a des questions. Toujours un plaisir. 35 Boulevard Saint-Benoît. Parfait, merci. Merci. Le Club des 50 ans et plus du Lac-Comtois ont fêté leur 50e anniversaire et Harold Lebel, le directeur général du Carrefour 50+, était sur place, ainsi que Marilyn Pronovo, à qui j'ai pu m'adresser pour en savoir plus sur les clubs des 50 ans et plus en général. Pour commencer, M. Lebel, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la mission du Carrefour 50+ du Québec? L'idée, c'est de briser l'isolement, s'assurer qu'il n'y a pas personne demeure seul chez eux, que les aînés ne vivent pas seuls, qu'ils peuvent se rencontrer et avoir du plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est organiser des activités dans le milieu, faire animer la communauté, qu'il se passe des choses dans nos communautés. Puis la troisième chose, c'est défendre les droits des aînés. Les aînés ont des droits partout, puis chez nous aussi, fait qu'on faut défendre leurs droits. Puis est-ce que les besoins et les intérêts des membres des 50 ans et plus ont changé au fil des décennies? Oui. Les aînés ont changé d'activité. Souvent, il y a encore ça un peu, là, des soirées de danse, ça joue aux cartes, tout ça. Mais là, maintenant, on voit beaucoup des jeux de pickleball, ça va jouer au pickleball, ça va jouer au curling, à pétanque sur l'intérieur. Ils vont avoir différentes activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférenciers aussi qui viennent faire des conférences sur mourir dans la dignité, différents thèmes comme ça qui peuvent être abordés. Fait que ça a beaucoup évolué. Pour que ça dure pendant 50 ans, là, il a fallu que ça s'ajuste. Ouais. Puis qu'est-ce que ça vous fait de voir un anniversaire comme celui-là du Club du Lac-Comtois qui célèbre ses 50 ans du Club des 50 ans et plus? C'est quelque chose. 50 ans, là, il n'y a pas beaucoup d'associations là, qui existent depuis 50 ans. Pendant 50 ans ici, il y a des bénévoles qui ont maintenu ce club-là en action. Puis il y en a plusieurs là, dans l'Est, là, de Kamouraska-aux-Îles. J'en ai fait quelques-uns. Là, ils fêtent leur 50e, 55e anniversaire. Fait que, si ça a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait une raison. Parce qu'il y a un besoin. Les gens aiment ça se rencontrer, aiment ça avoir du plaisir, puis aiment ça aussi de pouvoir faire des activités.
Puis, c'est quoi les projets ou les priorités du Carrefour 50+ pour les prochaines années? Ben, nous, on voit que la tranche d'âge des 75, 80, 85 ans, 72 ans et plus, mettons, ils sont beaucoup présents. Moi, je voudrais emmener aussi les 50 à 65, 70 ans à s'impliquer. Pour ça, ben, il faut emmener des activités nouvelles, il faut emmener des choses nouvelles, il faut prendre la parole plus souvent, il faut être présent, il faut être en action. Puis, quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux membres et aux bénévoles qui font vivre ces clubs partout au Québec? Il faut les remercier parce que puis j'aimerais que les gens des communautés, entre autres les élus municipaux, prennent le temps de les remercier parce que ça vaut la peine. Puis en même temps, ben, je leur souhaite de continuer. Puis nous autres, on est là pour les aider, de continuer à animer leur communauté. Puis je leur dis, vous avez des droits. Ici à la Comkoui, les gens ont le droit de bien vieillir dans la dignité ici à la Comkoui. Ils ont les mêmes droits qu'un aîné qui est à Québec ou à Montréal. Merci beaucoup, M. Lebel. C'est bien, merci. Marilyn Pronovo, merci beaucoup d'être avec nous. Premièrement, c'est 50 ans du Club des 50 ans plus de la Comkoui. C'est tout un accomplissement. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer cet anniversaire-là? Ben, c'est un bon... c'est signe que les gens se tiennent puis qu'il y a quand même une continuité dans les façons de faire. C'est pas parce qu'on est rendu en 2025 que... là, 50 ans, ça continue. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, comment est-ce que tu décrirais l'évolution du club au fil des années? Est-ce que ça a changé un peu, des activités? Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus de soirées canadiennes, là. Oui. mais quand même, tu sais, je veux dire, les gens, ils sont... je trouve que l'évolution, ça va avec l'évolution du temps parce que maintenant, si on regarde dans les 20 dernières années, l'évolution a été épouvantable, mais il faut suivre ça. Oui. Mais maintenant, c'est la technologie qui est... Mais oui. Il y a combien de clubs de 50 ans et plus qui sont actifs actuellement dans la MRC? On en a 11, c'est-à-dire, si on part de là-bas, c'est Saint-Moïse, Sébec, Valbriand, un peu, il y a Amkoui, il y a Lac-Amkoui, Saint-Léon, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre, Sainte-Florence. Peut-être que j'en oublie. Faux-Abscal? Faux-Abscal, ben oui. Albertville, non pas. Hein? Albertville, non, ils n'ont pas encore. Quel type d'activité ou de projet rassemble le plus les membres? Je pense que c'est... il y a beaucoup de... C'est selon la municipalité. Si tu vas à Amkoui, ça n'arrête pas. C'est les bingos, c'est les soirées dansantes le samedi soir. Il y a toujours des choses. Il y a les dards, il y a des... Ça finit pas. Tu sais, puis c'est un peu... chaque municipalité ont leurs activités... mais ça ressemble à tout ça, là. Oui. Est-ce que tu manques un intérêt renouvelé chez les nouveaux retraités à s'impliquer dans le club? Oui, de plus en plus, surtout avec le pickleball. Qui ont sorti le pickleball, puis là, ça, c'est un engouement. C'est actif, c'est comme tu dis, là, les jeunes retraités sont plus actifs, donc ça leur prend des activités plus... selon leurs habitudes, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités entre les clubs des 50 ans et plus, des fois? C'est comme ce soir, là, c'était tous les clubs étaient invités à venir célébrer les 50 ans et plus. Puis il y a plusieurs, quand même, il y a des invitations qui se font d'une municipalité à l'autre. C'est le fun. J'imagine aussi quand les clubs, des fois, c'est pas parce que tu n'es pas membre, que tu es membre de lui de Valbriand que tu n'es pas membre de lui d'Amkoui. Des fois, j'imagine, quand il y a Amkoui, mais ils viennent de Valbriand ou de la Comkoui. Absolument. Je pense qu'il n'y a plus de frontières maintenant. Non, c'est ça. Au-delà des activités, quel rôle jouent ces clubs dans le bien-être et la socialisation des aînés? Justement, c'est le rôle, c'est justement de se réunir, d'être capable de faire des activités socialement, puis dans tous les domaines, là, finalement. Oui. Il faut briser l'isolement. Exact. Il faut sortir de... On est habitué de travailler, on voit du monde. Quand tu arrêtes de travailler, t'es tout seul. Là, justement, en incorporant des clubs comme ça, au moins... l'activité sociale continue. Oui.
C'est quoi les défis auxquels font face les clubs des 50 ans et plus aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le recrutement, le financement, la participation des aînés? Toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. C'est sûr que pour avoir des belles activités, ça prend des sous. On demande au gouvernement d'aider. Il y a divers projets qui sont disponibles au gouvernement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais à ce moment-là, s'ils veulent avoir des activités, ils vont créer d'autres activités pour aller chercher des sous. Ils vont faire des soirées ou qu'importe. Puis, c'est ça qui va financer les choses. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Lynne. Ça fait plaisir. C'est maintenant l'heure de l'agenda culturel où on vous présente les prochains événements qui auront lieu dans la vallée de la Matapédia. On se dirige tout d'abord du côté de Diffusion Mordicus avec la salle Jean Cossette. Le vendredi, le 21 novembre, donc ce soir, au moment de diffuser l'émission, Maxime Landry et Annie Blanchard présentent leur spectacle Le Country de nos idoles. Ensuite, le 22 novembre, le lendemain, leur groupe rock pop électro qui s'appelle Électro Sorcier viennent présenter leur spectacle aussi au coût de 20 $. Je tiens à préciser parce que c'est vraiment pas cher. Donc, 20 $, 15 $ pour les membres, 10 $ pour les étudiants et les 18 ans et moins. Donc, allez voir ça. Ensuite, le jeudi, le 27 novembre à 20 h, la pièce de théâtre Le ciel est une belle ordure sera présentée. Ensuite, le samedi, le 29 novembre, ce sera Nicolas Noël entre deux mondes ça va avoir lieu juste avant la parade de Noël. Donc, vous pouvez aller là et ensuite aller voir la parade qui se passe juste à côté de la polyvalente. Si on se dirige du côté de la microbrasserie La Captive, le 28 novembre à 20 h, l'humoriste PB Rivard vient nous présenter son spectacle Chat de ruelle. Ensuite, Rayon de partage offre aussi une série de conférences sur la communication qui est animée par Caroline Giroux, qui est une travailleuse sociale en pratique privée. Il va y en avoir une le 24 novembre au centre municipal de Saint-Moïse. Ensuite, le mardi, le 25 novembre à la bibliothèque de Lac-Saumon. Tout ça, c'est tout à 18h30 que ça se passe. Et finalement aussi le 2 décembre à Saint-Léon-le-Grand au centre des loisirs. Du côté de Cinéma Figaro, la programmation, le spectacle des Cowboys fringants sera encore diffusé ce week-end, donc de vendredi à dimanche, à un coût vraiment spécial de 20 $ par contre. Donc c'est un petit peu plus dispendieux, mais le spectacle en vaut vraiment le prix. Ensuite, le film d'action Jeu du défi sera aussi présenté. La nouveauté de la semaine qui est le film Wicked 2 pour de bon. Et aussi Zootopia 2, excusez-moi, donc une autre nouveauté qui sera diffusée le mercredi et jeudi seulement, donc le 26 et 27 novembre, et qui sera probablement diffusée aussi les prochaines semaines. Donc, vous pouvez aller voir ça. Maintenant, on fait le tour des marchés de Noël, en fait, pour encourager nos artisans locaux. Le 22 et 23 novembre, donc ce week-end, il va y avoir le marché de Noël de Sébec à la Polyvalente, avec des jeux gonflables et au gymnase, en fait, pour pouvoir aller laisser vos enfants jouer pendant que vous allez magasiner en paix. Ensuite, il va y avoir aussi le 23 novembre, le Noël au château, donc un marché de Noël dans la salle du 7e étage, avec plus de 21 artistes et artisans quand même, avec aussi une animation au piano qui est par Valmont Gauthier, ainsi que Café Breuvage Gâterie, donc vraiment intéressant. Et aussi le 23 novembre, il y aura le marché de Noël au Lacomquie, présenté par le Cercle d'infirmières au centre multifonctionnel. Donc si jamais vous avez des activités culturelles à nous partager, que vous voulez qu'on parle dans l'agenda culturel, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse journaliste@tvcmatapédia.com.